Au centre du restaurant, illuminé par les lumières de Noël, Finn Archer glissa discrètement un petit gâteau devant son fils, Otis Archer, pendant sa brève pause. Le père et le fils allumèrent une seule bougie, souriant doucement comme s'ils cachaient le monde entier. À la table près de la fenêtre, Vivian Sterling, la PDG qui dînait toujours en silence, se figea soudainement, son couteau et sa fourchette suspendus. Pour la première fois en 10 ans, elle vit Noël exister véritablement, et elle murmura d'une voix tremblante. Puis-je me joindre à vous? Le restaurant était ouvert depuis 1973, un établissement fort de l'est de la ville, où les vieux murs de briques côtoyaient les nouvelles baies vitrées. Il avait traversé les crises économiques et les rénovations, conservant sa réputation d'endroit où les familles se réunissaient pour les occasions importantes. La veille de Noël, il se transformait en un lieu digne d'une carte postale envoyée depuis un monde meilleur et plus doux. Des guirlandes de pin frais étaient suspendues aux poutres apparentes, emplissant l'air d'un parfum de forêt et d'hiver. Des bougies rouges scintillaient sur chaque table, leurs flammes se reflétant dans l'argenterie polie et les verres en cristal. Le pianiste dans le coin, un homme âgé qui jouait ici depuis 23 ans, interprétait Silent Night avec une telle révérence que même les serveurs les plus affairés s'arrêtaient un instant, leur plateau en équilibre, leur précipitation apaisée par la mémoire musculaire de la beauté. La salle à manger était pleine à craquer. Les familles se pressaient autour de grandes tables. Les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits de fête, robes de velours et petits nœuds de papillons, avaient le visage rouge d'excitation et de sucre provenant du chocolat chaud garni de mini-guimauve. Les grands-parents levaient leurs verres de vin qui reflétaient la lumière des bougies comme des rubis, trinquant à la santé, au bonheur et à la bénédiction d'une nouvelle année passée ensemble. Les rires montaient et descendaient en vagues qui se brisaient contre les murs de briques et revenaient plus douces, plus gentilles. Le bruit des couverts contre la porcelaine créait un rythme qui évoquait l'abondance, la convivialité, tout ce que la saison promettait à ceux qui avaient des proches avec qui la partager. Les conversations se chevauchaient dans une symphonie de connexion. Les enfants réclamaient un autre graissin. Les mères leur rappelaient d'utiliser leurs serviettes. Les pères racontaient les mêmes histoires que chaque année, car la tradition importait plus que la nouveauté. Finn Archer évoluait dans ce monde comme une ombre, présent mais inaperçu, essentiel mais invisible. À 36 ans, il travaillait au restaurant depuis 4 ans. D'abord comme serveur, alors qu'il avait désespérément besoin d'un emploi pour subvenir aux besoins de son fils, puis comme technicien de maintenance lorsque le responsable de nuit découvrit qu'il pouvait réparer une machine à expresso cassée avec rien d'autre qu'un tournevis. Il avait hérité de la patience et des connaissances de son père, qui avait travaillé comme mécanicien avant que l'arthrite ne lui détruise les mains. Finn portait l'uniforme standard composé d'un pantalon noir acheté dans un magasin discount, où il vérifiait les soldes toutes les 2 semaines, et d'une chemise blanche qu'il repassait lui-même tous les dimanches soirs à l'aide du fer à repasser qui avait appartenu à sa défunte épouse, en passant le métal sur le tissu avec le même soin qu'elle lui avait enseigné pendant leurs premiers mois de mariage. Ses mains étaient propres, mais rugueuses, avec des callosités sur les paumes et de petites cicatrices dues à une centaine de petites réparations, le genre de mains qui connaissaient intimement le travail et s'étaient réconciliées avec lui. Ce soir, comme chaque veille de Noël depuis 3 ans, il avait demandé au gérant la permission de laisser Otis s'asseoir dans la petite alcôve près de la cuisine, cet espace oublié entre la salle à manger lumineuse et le chaos fluorescent de la plonge, l'endroit où les serveurs prenaient leur pause et mangeaient à la hâte, debout. La gérante, Ellen, une femme fatiguée de 52 ans, mère de 3 adolescents, dont les yeux avaient vu trop de parents célibataires se débattre, avait regardé le visage de Finn, où se mêlaient espoir et résignation, et où l'attente d'un refus était adoucie par la gratitude pour toute gentillesse qui pourrait lui être témoignée, et avait simplement hoché la tête. Elle comprenait. Certaines choses importaient plus que les règles. Otis était assis sur une chaise pliante, les pieds de ballon à 15 centimètres du sol. Ses chaussures étaient un peu trop grandes, car Finn les avait achetées une taille au-dessus pour qu'elles puissent durer jusqu'au printemps. Il portait un bonnet de Noël en papier qu'il avait fabriqué lui-même à l'école pendant la dernière semaine avant les vacances d'hiver. Le papier de bricolage était soigneusement plié et agrafé.
La boule de coton à l'extrémité était légèrement de travers, mais suffisamment collée pour survivre au trajet entre l'école et le restaurant dans son sac à dos. Sur ses genoux, il tenait un petit cahier à la couverture bleue. Les pages étaient remplies de dessins de bonhommes de neige, d'étoiles et de maisons avec de la fumée s'échappant des cheminées. Le genre de maisons qu'il voyait à la télévision, mais dans lesquelles il n'avait jamais vécu. C'était le genre d'enfant qui comprenait les choses sans qu'on ait besoin de les lui expliquer, qui avait appris avant même d'entrer à la maternelle que Noël au restaurant signifiait que son père pouvait garder son emploi, que le petit gâteau était suffisant, que l'amour revêtait parfois l'uniforme du sacrifice, des corps de nuit et des cadeaux emballés dans du papier journal parce que le papier d'emballage coûtait 3 $ le rouleau. Vivian Sterling occupait la table 17 dans le coin près de la baie vitrée qui donnait sur la rue où les taxis et les voitures défilaient dans un flot de lumière rouge et blanche. Elle avait 34 ans et avait bâti un empire dans l'immobilier commercial, le genre de femme dont le nom apparaissait dans la rubrique affaires des journaux, accompagné de mots tels que visionnaire, impitoyable et inarrêtable. À 28 ans, elle avait acheté son premier immeuble grâce à un prêt qui aurait écrasé la plupart des gens. À 30 ans, elle avait transformé cet immeuble en 5. Elle possédait désormais des propriétés dans 7 États, chacune gérée avec la même efficacité froide qui avait fait son succès et l'avait rendue complètement seule. Elle venait dans ce restaurant 3 fois par semaine, toujours seule, commandant toujours la même chose. Du saumon grillé sans sauce, car elle ne faisait pas confiance à son corps pour digérer des aliments riches après des années passées à manger à son bureau. Des légumes vapeur coupés en morceaux uniformes. Un seul verre de vin blanc qu'elle sirotait exactement 3 fois avant de l'abandonner. Les serveurs savaient qu'il ne fallait pas faire la conversation. Le gérant savait qu'il devait l'asseoir loin des familles, loin des célébrations, loin de tout ce qui pourrait lui rappeler ce qu'elle n'avait pas. Ce soir-là, elle portait un pull en cachemire anthracite qui avait coûté 800 $, mais qui ressemblait à n'importe quel autre pull, et des boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère, l'une des rares personnes qui l'avait aimée sans condition, qui était décédée quand Vivian avait 14 ans et avait laissé derrière elle un silence qui résonnait encore. Sa table était dressée pour une personne. Elle était toujours dressée pour une personne, avec une seule serviette pliée en forme de cygne, un seul verre à eau qui transpirait doucement dans la pièce chaude. Ça, c'est meilleur familial chaud. Un seul menu qu'elle n'ouvrait jamais car elle commandait toujours la même chose. Comme si la variété pouvait introduire le chaos dans une vie fondée sur le contrôle et la prévisibilité. Le restaurant respirait la chaleur, le bruit et la beauté complexe des relations humaines. À la table 4, une famille de 8 personnes chantait « Joyeux anniversaire » à une petite fille qui se tenait debout sur sa chaise pour souffler les 5 bougies roses d'un gâteau au chocolat. Le visage crispé par la concentration, elle murmura son vœu si doucement que seule elle savait ce qu'elle avait demandé. À la table 9, un couple de septuagénaires se tenait la main à travers la nappe brodée de feuilles de houx. Leurs doigts s'entremêlaient comme des racines qui avaient poussé ensemble pendant des décennies, leurs alliances usées par le temps et le dévouement. À la table 12, 3 générations partageaient des histoires qui les faisaient se pencher les uns vers les autres, complices de leur propre joie. Les petits-enfants écoutaient pour la 100e fois l'histoire de la tempête de neige de 1988, de la dinde de Thanksgiving qui avait pris feu, ou de l'oncle qui s'était présenté à son propre mariage et avait fait attendre les serveurs parce qu'il avait perdu la notion du temps au bord du lac. Le contraste était si frappant qu'il en était douloureux. Une seule pièce, 2 mondes parallèles qui ne se touchaient jamais. Des tables remplies de bruit, de lumière et d'appartenance, où les gens riaient trop fort, parlaient de la bouche pleine et se passaient des assiettes pour se voler des frites, parce que c'était ça, la famille. Et puis la table 17, où Vivian Sterling coupait son saumon en carré précis d'1 pouce et mâchait chaque bouchée exactement 20 fois. Une habitude qu'elle avait prise à l'internat, où manger n'était qu'une tâche à accomplir efficacement, où les réfectoires étaient des lieux où survivre plutôt que de se régaler. Où elle avait appris que si l'on mangeait assez vite, on pouvait partir avant que quelqu'un ne remarque qu'on était seul. La pause de fin était à 20h30, juste entre l'affluence du dîner, lorsque la cuisine fonctionnait comme une machine, et la foule tardive qui arrivait après les représentations théâtrales et les fêtes de fin d'année.
Il avait 45 minutes avant de devoir retourner en salle pour débarrasser des tables, remplir les verres d'eau et répondre aux mêmes questions sur les places du jour qu'il avait déjà répondu 200 fois. Il se dirigea vers la niche où Otis l'attendait, portant la petite boîte blanche de boulangerie qu'il avait achetée en venant au travail, s'arrêtant au magasin discount de Lexington, où les articles de la veille étaient soldés à 17 heures. À l'intérieur se trouvait un cupcake provenant du rayon des soldes. Un cupcake au chocolat avec un glaçage à la vanille, dont le prix était passé de 3 à 150 parce que le glaçage s'était légèrement étalé pendant la journée, créant une petite imperfection qui le rendait invendable au prix fort, mais parfaitement acceptable pour un garçon de 7 ans qui ne se souciait pas que le glaçage soit de travers. Finn l'avait lissé du mieux qu'il pouvait avec le dos d'un couteau en plastique trouvé dans la salle de pause, essayant de donner l'impression que c'était intentionnel, comme s'il avait choisi ce design spécifiquement. Il le posa devant son fils comme s'il s'agissait d'un objet précieux, comme s'il s'agissait d'un gâteau à étage provenant de la boulangerie française du centre-ville, où une seule part coûtait plus cher que le salaire horaire de Finn. De sa poche, il sortit une seule bougie d'anniversaire, blanche et fine, du genre de celle vendue par paquet de 50 pour 2 à l'épicerie, celle qu'il achetait une fois par an et qu'il rationnait pour les petites fêtes, l'anniversaire d'Otis en mars et Noël, et parfois le vendredi, lorsque la semaine avait été particulièrement difficile et qu'ils avaient tous deux besoin de se rappeler que de petites joies existaient encore dans un monde qui semblait souvent conçu pour les écraser. Otis leva les yeux vers son père. Ses yeux, de la même couleur noisette que ceux de Finn, les mêmes yeux que ceux de la mère de Finn, décédée quand il avait 12 ans, reflétaient à la fois quelque chose d'ancien et de jeune. Une sagesse qui venait du fait d'avoir vu son père cumuler 3 emplois pour les nourrir, mêlée à l'innocence d'un enfant qui croyait encore que la bonté serait récompensée. « Est-ce que je peux le faire ici? » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bruit lointain de la vaisselle et des sons étouffés de la fête provenant de la salle à manger. « On fera vite, » répondit Finn. Il craqua une allumette provenant d'un livre qu'il avait pris au bar, du genre de ceux qui ont le logo du restaurant imprimé sur la couverture. L'allumette siffla en s'enflammant, l'odeur âcre du soufre lui piquant les narines. Il plaça sa main en coupe autour de la flamme pour la protéger du courant d'air provenant de la porte de la cuisine, qui s'ouvrait et se fermait sans cesse, les serveurs se précipitant d'un monde à l'autre. Il approcha l'allumette de la mèche, la bougie s'alluma, brûlant d'une flamme régulière et vive. Une seule source de lumière dans la niche sombre qui sentait le savon industriel et l'huile de friture, et sous tout cela, le parfum léger de cannelle provenant du chocolat chaud abandonné par quelqu'un. Ils s'assirent ensemble dans ce petit espace entre la cuisine et la salle à manger, entre le cliquetis des assiettes lavées par des hommes qui parlaient espagnol et riaient aux blagues. Finn ne comprenait pas, ni le murmure des clients satisfaits qui laissaient de généreux pourboires parce que Noël donnait aux gens l'impression d'être riches, même s'ils ne l'étaient pas. Otis se mit à fredonner Jingle Bells à voix basse. Un son si doux qu'on aurait pu le confondre avec le bruit du bâtiment qui s'affaissait ou le ronronnement du réfrigérateur industriel à l'arrière. Finn fredonna avec lui, d'une voix légèrement fausse mais sincère. Pendant 3 minutes et 40 secondes, ils existèrent dans une bulle qu'ils avaient eux-mêmes créée. Un monde privé où la pauvreté n'avait pas d'importance car ils étaient ensemble, où un cupcake à 150 avait le goût d'un festin car il était partagé avec amour. « Papa, » dit Otis d'une voix à peine audible, fragile comme du verre soufflé. « Je suis désolé que nous ne puissions pas rentrer à la maison et prendre un grand dîner comme les autres familles. » Finn tendit le bras par-dessus la petite table en plastique et prit la main de son fils. Les doigts du garçon étaient froids malgré la chaleur du restaurant. Toujours froid, car il était trop petit pour générer suffisamment de chaleur corporelle, et le manteau d'hiver que Finn lui avait acheté dans une boutique d'occasion était bon, mais pas excellent. Utile, mais pas parfait. Sa gorge se serra, envahie par cette douleur familière de vouloir offrir le monde à son fils et de n'avoir qu'un cupcake à lui offrir. « Otis, écoute-moi. Tu es ma famille. Être assis ici avec toi est le plus beau Noël que je puisse souhaiter, mais je ne t'ai rien acheté. » Otis baissa les yeux vers la table. Tous les autres enfants à l'école parlaient des cadeaux qu'ils avaient achetés à leurs parents. Timothy avait offert un collier à sa mère. Sarah avait fabriqué un cadre photo pour son père. « Je n'avais pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Tu es là.
C'est tout ce qui compte. Finn serra doucement la main de son fils. Tu sais quel est le plus beau cadeau? Avoir quelqu'un qui veut passer du temps avec toi. Tout le reste n'est que des objets. Tu es le cadeau, Otis. Tu l'as toujours été. Otis sourit, timidement mais avec certitude. Le genre de sourire qui venait du plus profond de son cœur. Il se pencha en avant, ferma les yeux pendant 3 secondes, comme s'il faisait un vœu qu'il croyait vraiment voir se réaliser, puis souffla la bougie. La fumée s'éleva en un mince ruban, disparaissant dans l'air chaud du restaurant, emportant avec elle tous les espoirs que le garçon de 7 ans avait murmurés dans l'obscurité. Depuis la table 17, Vivian Sterling observait la scène. Elle ne l'avait pas fait exprès. Elle était en train de couper un autre morceau de saumon lorsque le petit mouvement dans son champ de vision périphérique attira son attention. Un homme et un garçon étaient penchés sur quelque chose de minuscule. Une bougie. Une chanson fredonnait si doucement qu'elle ne pouvait en distinguer la mélodie. La joie sur le visage de l'enfant lorsqu'il souffla la flamme. La façon dont les épaules de l'homme se détendirent un instant, comme s'il venait d'offrir le monde à son fils. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Vivian. Ce fut un petit bruit, comme celui de la glace qui se brise sur un lac gelé au premier jour du printemps. Elle posa sa fourchette. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait assisté à une fête. Des dîners d'affaires, oui, des galas de charité, où elle signait des chèques et partait avant le dessert. Mais une véritable fête, le genre où les gens pensaient vraiment ce qu'ils disaient. Lorsqu'ils trinquaient, elle ne s'en souvenait pas. Ses parents avaient divorcé lorsqu'elle avait 6 ans. Son père s'était remarié et avait fondé une nouvelle famille. Sa mère avait déménagé en Europe et lui envoyait des cartes d'anniversaire qui arrivaient avec 3 semaines de retard. Vivian avait appris très tôt que la réussite était quelque chose que l'on pouvait contrôler. Le succès avait ses règles. La solitude, elle, était simplement là. Mais en regardant ce père et ce fils, Vivian ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis une décennie. De l'envie. Pas pour l'argent ou le statut social, elle avait déjà tout cadeau de cela. De l'envie pour le simple fait d'être désiré, d'avoir quelqu'un qui vous attend, d'avoir de l'importance d'une manière qui n'avait rien à voir avec les résultats trimestriels ou la valeur actionnariale. Elle leva la main. La serveuse, une jeune femme nommée Claire, apparut instantanément. Oui, mademoiselle Sterling. Cet homme, dit Vivian en désignant du menton la niche. Est-il un client? Claire suivit de son regard. C'est Finn. Il travaille ici comme serveur et agent d'entretien. C'est son fils, Otis. Vivian porta la main à son verre de vin. Elle ne but pas. Elle le reposa. Il amène souvent son fils au travail, seulement pendant les vacances. C'est un père célibataire. Je pense qu'il n'a pas les moyens de payer une babysitter. Helen le laisse faire tant que le garçon ne dérange pas. Vivian acquiesça lentement. Elle regarda son assiette. Il restait la moitié du saumon. Elle n'avait pas d'appétit. Pendant 10 ans, elle avait pris son repas de Noël seule dans ce restaurant parce qu'il était ouvert, parce que c'était un territoire neutre, parce que rentrer chez elle dans son appartement vide lui semblait pire. Elle s'était dit que c'était un choix. Maintenant, en regardant un homme qui avait si peu créé quelque chose d'aussi complet, elle comprenait que c'était un mensonge. Elle se leva. Le mouvement fut si soudain que Claire recula. « Mademoiselle Sterling, tout va bien? » « Je dois lui parler. »« À Finn? »« Oui. » L'expression de Claire se fit inquiète. A-t-il fait quelque chose de mal? Non, la voix de Vivian était ferme. Rien de mal. Elle traversa la salle à manger. Ses talons claquaient sur le parquet. Les conversations ne s'interrompirent pas. Elle n'était pas célèbre comme le sont les acteurs ou les athlètes, mais quelques têtes se tournèrent. Elle était consciente de son étrangeté. Une femme vêtue de cachemire coûteux se dirigeant vers le coin service comme si elle avait quelque chose à y faire. Finn leva les yeux. Il était en train de remettre la bougie dans sa poche. Otis tenait le cupcake à 2 mains, prenant soin de ne pas abîmer le glaçage. Pendant un instant, le visage de Finn exprima de la confusion, puis de l'inquiétude. D'après son expérience, quand quelqu'un de la salle à manger s'approchait de lui, cela signifiait une plainte. Il se leva rapidement. « Puis-je vous aider, madame? » Vivian s'arrêta à 1 mètre de lui. De près, elle pouvait voir l'usure du col de sa chemise, la façon soignée dont il avait été raccommodé. Elle pouvait voir la fatigue autour de ses yeux, celle qui vient du fait de travailler 2 fois plus et de ne toujours pas arriver à joindre les 2 bouts. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots qu'elle avait préparés
polis et distants, ne sortiront pas. Au lieu de cela, elle dit, « Vous fêtez Noël? » Otis regarda son père, puis la femme. Il acquiesça. La formalité de l'enfant, la façon dont il l'appelait Madame, comme on lui avait appris à respecter les adultes, bouleversa complètement Vivien. Elle sentit ses yeux picoter. Elle cligna rapidement des yeux. « C'est très joli. » Finn se détendit légèrement. « Merci, nous étions sur le point de terminer. »« Je ne voudrais pas vous déranger, » dit Vivien. Les mots sortirent de sa bouche de manière hésitante, maladroite. « Mais je me demandais, » s'interrompit-elle. C'était absurde. Elle était une femme qui négociait des contrats d'1 milliard de dollars sans sourciller. Elle était incapable de poser une simple question. « Est-ce que je peux me joindre à vous? » Finn la fixa du regard. Otis pencha la tête, son bonnet de Noël en papier glissa sur le côté. « Joignez-vous à nous, » répéta Finn. « Pour Noël, » précisa Vivien. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je n'ai personne avec qui fêter ça. Et vous avez l'air si heureux tous les deux. J'ai juste pensé, » s'interrompit-elle à nouveau. « Je suis désolé. Ce n'est pas approprié. Oubliez ça, » demandai-je. Elle se retourna pour partir, mais Otis prit la parole d'une voix claire et assurée. « Vous pouvez vous asseoir avec nous. Nous avons une chaise supplémentaire. » Vive regarda le garçon. Il désignait une troisième chaise pliante appuyée contre le mur. Son expression était ouverte. On aurait dit qu'il lui souriait comme les enfants sourient avant que le monde ne leur apprenne à se méfier. Finn jeta un coup d'œil à son fils, puis à Vivian. Il vit quelque chose dans son visage qu'il reconnut. C'était de la même chose qu'il voyait dans son propre miroir les matins où Otis dormait encore et où l'appartement était trop calme. La solitude, celle que ni l'argent ni le succès ne peuvent combler. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Finn lentement. « Mais tu es la bienvenue si tu veux te joindre à nous, » dit Viviane, le souffle coupé. Finn déplia la troisième chaise. Viviane s'assit. Le coin salon était petit, prévu pour une personne en pause, peut-être deux si elles s'entendaient bien. À trois, leurs genoux se touchaient presque. La table en plastique entre eux pouvait à peine supporter le cupcake et le cahier d'Otis. Mais Vivian s'assit comme si c'était le meilleur siège qu'elle ait jamais occupé. Otis, toujours aussi accueillant, poussa le cupcake vers elle. « Tu en veux? »« Je ne peux pas, » dit Vivienne. « C'est à toi. Papa dit que partager rend les choses meilleures. » Vivienne regarda Finn. Il haussa les épaules, un petit geste qui montrait qu'il avait enseigné cela à son fils parce que c'était vrai. Elle rompit délicatement un petit morceau du cupcake. Le glaçage était sucré, le genre de sucré que l'on trouve dans les boulangeries bon marché. Mais il avait un goût plus intense. Elle le mangea lentement. Et Otis se mit à parler. Il lui parla de son école, du flocon de neige qu'il avait fabriqué en cours d'art plastique, de sa professeure, Madame Patterson, qui le laissait lire des romans pendant les moments de calme. Finn était assis tranquillement, observant son fils avec une attention qui montrait clairement que cet enfant était le centre de son univers. Vivienne écoutait. Elle posait des questions. Elle rit quand Otis décrivit le hamster de la classe qui s'était échappé et avait été retrouvé endormi dans la boîte aux lettres du directeur. Pendant 20 minutes, Vivian Sterling oublia qu'elle était PDG, oublia qu'elle possédait des immeubles dans 7 États, oublia que son agenda était complet 3 mois à l'avance. Elle était juste une femme assise à une table pliante avec un père et son fils, mangeant un cupcake partagé, écoutant un garçon de 7 ans parler de sa vie. Puis quelqu'un l'a reconnue. Cela s'est passé très vite. Un homme à la table 8 s'est levé pour aller aux toilettes. Il est passé devant la alcôve et a fait demi-tour. « Mademoiselle Sterling », a-t-il dit d'une voix suffisamment forte pour être entendue. Vivienne a levé les yeux. Elle l'a vaguement reconnu, un investisseur qu'elle avait rencontré lors d'une conférence. Son nom lui échappait. « Je pensais bien que c'était vous », a-t-il dit avec un grand sourire. « Vous dînez avec le personnel? C'est très généreux de votre part. » Le mot « généreux » flottait dans l'air comme une accusation. Le visage de Vivienne pâlit. Les autres convives commencèrent à se retourner. Des chuchotements s'élevèrent. Quelques personnes sortirent leur téléphone, non pas pour prendre des photos, mais pour rechercher son nom. Pour confirmer, la gérante, Helen, apparut depuis la cuisine, le visage tendu par l'inquiétude. Finn comprit immédiatement ce qui se passait. Ce n'était pas simplement une femme seule qui se joignait à une fête de Noël. C'était Vivian Sterling.
La Vivian Sterling, la femme dont le visage apparaissait en couverture des magazines économiques, la femme qui venait d'acquérir l'immeuble qui abritait ce restaurant, et elle était assise dans un coin réservé au personnel avec l'un de ses employés, mangeant un cupcake à prix réduit comme si c'était tout à fait normal. Finn se leva brusquement, sa chaise raclante le sol. Vivien se leva également. Finn, s'il te plaît, pensais-tu que c'était amusant? Ces mots sortirent plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Traîner avec la classe ouvrière la veille de Noël. Otis regarda tour à tour son père et Vivien, confus et effrayé par le changement soudain de ton de son père. Non, répondit rapidement Vivien, ce n'était pas ça. Alors qu'est-ce que c'était? Finn serra les poings. Une occasion de prendre une photo? Une anecdote à raconter lors de ta prochaine réunion du conseil d'administration? Le visage de Vivien se crispa. Elle tendit la main vers son sac à main d'un geste habitué. L'instinct de calmer les choses avec de l'argent. Mais l'expression de Finn l'arrêta. « Je ne veux pas de ta charité, dit-il doucement. Je ne te proposais pas ma charité. Je te demandais de me tenir compagnie. C'est la même chose quand tu es toi et que je suis moi. » Vivian le regarda, puis regarda Otis, qui s'était recroquevillé sur sa chaise. Son bonnet de Noël en papier était maintenant froissé dans ses petites poings. Elle sentait que tout le restaurant les observait. Elle sentait le poids de son propre nom, de son propre succès, écraser le seul moment authentique qu'elle avait vécu depuis des années. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Puis elle se retourna et s'éloigna. Elle ne retourna pas à la table 17. Elle prit de son manteau à l'accueil et sortit par la porte principale. L'air froid de décembre la frappa au visage comme une gifle. Elle se tenait sur le trottoir, son souffle formant de la buée dans la lumière des réverbères, et elle réalisa qu'elle pleurait. À l'intérieur, Finn se rassit. Il se prit la tête entre les mains. Helen s'approcha prudemment. « Ça va? Je vais bien. Tu veux prendre le reste de la soirée? J'ai besoin de faire des heures. » Helen acquiesça et s'éloigna. Otis tira sur la manche de son père. « Papa, pourquoi tu lui as crié dessus? »« Je n'ai pas crié, tu étais en colère. » Finn regarda son fils. « Je pensais qu'elle se moquait de nous. »« Elle ne se moquait pas, » dit Otis avec la certitude de l'enfance. Elle se sentait seule. Ses mots tombèrent comme des pierres. Finn repassa la conversation dans sa tête. La façon dont les mains de Vivian avaient tremblé lorsqu'elle avait demandé à se joindre à eux. La façon dont elle avait écouté Otis comme si chaque mot comptait. La façon dont elle avait cassé le plus petit morceau de cupcake, comme si elle avait peur de prendre trop. Il avait vu du jugement là où il n'y avait que de la solitude. « Je pense que tu as raison, » dit Finn doucement. « Alors pourquoi est-elle partie? »« Parce que je l'ai mise mal à l'aise, » répondit Otis en fronçant les sourcils. « Tu devrais lui demander pardon. Je ne pense pas que j'en aurai l'occasion. » Le reste du service de Finn passa dans un brouillard. Il débarrassa les tables, remplit les verres d'eau, aida le plongeur à déboucher un évier. Otis s'endormit dans le coin salon, la tête posée sur ses bras. À 23h45, Helen dit à Finn qu'il pouvait partir. Le restaurant fermerait à minuit. Finn porta Otis jusqu'à la salle du personnel pour aller chercher leur manteau. Lorsqu'il revint dans la salle à manger, il s'arrêta. Vivian Sterling se tenait près de la table 17. Elle n'était pas assise. Elle se tenait simplement là, son manteau boutonné, son sac à main serré dans ses deux mains, comme si elle avait attendu. Finn s'approcha lentement. « Mademoiselle Sterling. » Elle se retourna. Ses yeux étaient rouges. « Je suis revenu pour m'excuser. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Si, j'ai besoin de m'excuser. » Elle prit une inspiration. « Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation. Je n'ai pas réfléchi à ce que cela pourrait donner. J'étais juste... » Sa voix se brisa. « Je vous ai vu avec votre fils et j'ai voulu ressentir cela, juste un instant. Je voulais savoir ce que cela faisait de faire partie de quelque chose. » Finn installa Otis doucement sur une chaise à proximité. Le garçon remua mais ne se réveilla pas. « C'est moi qui devrais m'excuser. Je t'ai accusé de choses qui n'étaient pas vraies. Tu protégeais ton fils. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. » Ils restèrent debout dans le silence. Le restaurant était presque vide à présent. Le pianiste était parti. Les derniers serveurs empilaient les chaises. Dehors, la neige avait commencé à tomber, légère et délicate, du genre qui disparaît dès qu'elle touche le sol. Otis se réveilla. Il se frotta les yeux et vit Vivian. Son visage s'illumina.
Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le bonnet de Noël en papier. Il était froissé et légèrement déchiré, mais il le tendit à Viven. « Vous avez oublié ça. » Viven fixa le bonnet. « Non, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai fait pour vous, » dit Otis. « Pour que tu puisses participer à notre fête de Noël. » Viven prit le bonnet avec des mains tremblantes. Elle le posa sur sa tête. La boule de coton pendait mollement d'un côté, puis elle se mit à pleurer. Pas les larmes prudentes et contrôlées de tout à l'heure, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient d'un endroit qu'elle avait enfermé pendant des décennies. Elle se couvrit le visage de ses mains, honteuse de cette émotion brute. Otis se leva et l'enlaça par la taille. Finn s'avança, maladroit mais sincère, et posa une main sur son épaule. Ils restèrent ainsi, trois personnes qui se connaissaient à peine, liées par le besoin humain le plus simple et le plus profond, celui de ne pas être seule. Lorsque les pleurs de Vivian se calmèrent, elle s'essuya les yeux avec le dos de la main. « Je ne sais pas comment faire, » dit-elle. « Je ne sais pas comment laisser les gens entrer dans ma vie. » « Aucun de nous ne sait vraiment comment faire, » dit Finn. « On essaye simplement. » Vivian le regarda. « Je peux te dire quelque chose? » « Bien sûr, j'ai grandi dans des internats. Mes parents étaient toujours en voyage, toujours occupés. J'ai appris très tôt que si je voulais de l'amour, je devais le mériter par mes résultats, mes notes excellentes, mes récompenses, ma réussite. J'ai passé toute ma vie à courir après cela. Mais ce soir, assise avec vous deux, j'ai compris quelque chose. » Elle fit une pause. On ne peut pas mériter l'appartenance. Elle est donnée ou elle ne l'est pas. Finn réfléchit à sa propre vie. Sa femme l'avait quitté quand Otis avait 2 ans, incapable de supporter le stress lié à un enfant ayant des besoins particuliers. Otis souffrait d'asthme et devait parfois être hospitalisé. Finn avait choisi son fils plutôt que tout le reste. Il avait renoncé à un emploi mieux rémunéré qui l'obligeait à voyager. Il avait appris à gérer son budget d'une manière qui lui aurait semblé impossible auparavant, mais il ne l'avait jamais regretté, car Otis le regardait comme s'il était le meilleur père du monde. « Tu as raison, » dit Finn. « Ce n'est pas mérité. C'est juste là, si tu as la chance de le trouver. » Vivian se redressa. Elle portait toujours le bonnet de Noël en papier. « Je veux faire quelque chose pour vous deux. »« Pas de la charité, » ajouta-t-elle rapidement lorsque Finn ouvrit la bouche. « Quelque chose qui compte. » Au cours des semaines suivantes, Vivian tint parole. Elle ne fit pas de chèque à Finn. Elle ne lui offrit pas un emploi qu'il n'avait pas mérité. Au lieu de cela, elle utilisa sa position de propriétaire de l'immeuble pour exiger du restaurant qu'il améliore les conditions de travail de ses employés, avec des congés maladie payés, une assurance maladie et un salaire décent. Helen, la gérante, fut promue directrice générale avec un salaire qui lui permit de moins s'inquiéter pour ses propres enfants. Ces changements touchèrent tout le monde, pas seulement Finn. Finn a revu Vivian 3 fois au cours de l'hiver. Une fois, elle est venue dîner au restaurant et s'est assise à la table 17, mais cette fois-ci, elle a invité Finn et Otis à se joindre à elle pendant sa pause. Ils ont parlé de choses ordinaires, du temps, d'un film qu'Otis voulait voir, d'une recette que Vivian avait essayé de cuisiner sans succès. Une autre fois, elle a assisté à l'un des concerts scolaires d'Otis, assise au dernier rang, applaudissant bruyamment lorsqu'il chantait son solo. La troisième fois, elle a aidé Finn à réparer le chauffage de son immeuble en appelant elle-même le propriétaire et en le menaçant de poursuites judiciaires. Elle n'a pas parlé de cet appel à Finn. Il ne l'a appris que lorsque son propriétaire l'a mentionné avec amertume. Vivian a lentement appris à être présente, à appeler Finn juste pour lui demander comment s'était passée sa journée, à se souvenir de la couleur préférée d'Otis et à lui apporter une casquette de baseball bleue sans en faire toute une histoire. Comment s'asseoir dans un silence confortable sans remplir chaque instant de productivité? 1 an plus tard, la veille de Noël, ils étaient tous les trois assis à la table 17. Elle n'était plus dressée pour une seule personne. Le restaurant avait une nouvelle politique. Les employés et leurs familles étaient les bienvenus pour y dîner pendant les vacances avec une réduction importante. Finn avait profité de cette politique pour réserver la table plusieurs semaines à l'avance. Otis, qui avait maintenant 8 ans, portait le même bonnet de Noël en papier, soigneusement conservé et renforcé avec du ruban adhésif. Vivian portait un pull rouge au lieu de son habituel pull gris anthracite. Finn avait acheté une nouvelle chemise pour l'occasion, mais il l'avait repassée lui-même. Ils commandèrent trop de nourriture et partagèrent tout. Ils rirent quand Otis renversa son verre d'eau et que Finn le rattrapa en plein vol.
Ils chantèrent un joyeux anniversaire lorsque les serveurs apportèrent un gâteau pour une petite fille à la table 4. Ils se joignirent à eux comme s'ils faisaient eux aussi partie de sa famille. Vers la fin du repas, Vivian a posé sa fourchette et a regardé Finn et Otis. Merci, a-t-elle dit doucement. Pourquoi, a demandé Finn, pour m'avoir donné une place à table. Otis a souri. Tu es toujours la bienvenue ici. Vivian a souri. C'était un vrai sourire, le genre qui illuminait ses yeux et changeait tout son visage. Elle semblait plus jeune, plus légère, comme si elle s'était débarrassée d'un fardeau qu'elle portait depuis 30 ans. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Dehors, la neige tombait abondamment, recouvrant la ville d'un manteau blanc. À l'intérieur, le restaurant rayonnait de chaleur et de lumière, et résonnait des voix de personnes qui s'étaient choisies, non pas pour l'argent, le statut social ou le devoir, mais parce que la solitude avait reconnu la solitude et avait décidé, contre toute attente, d'essayer quelque chose de différent. Vibe avait compris que Noël ne se trouvait pas à la table VIP. Il se trouvait partout où quelqu'un vous attendait, partout où quelqu'un vous gardait une place, partout où quelqu'un vous disait sans hésitation et sans condition, vous pouvez vous asseoir avec nous. Et pour la première fois de sa vie, elle